Déjà, on va parler de la résidence principale. Il faut savoir que quand on achète un bien pour y vivre, le fait de rembourser le crédit immobilier constitue une épargne. Bien sûr, ce n'est pas la totalité du remboursement qui constitue cette épargne. L'épargne est la partie du remboursement qui rembourse le prix du bien. Un prêt immobilier se découpe en trois parties. Parce que si on parle de remboursement, forcément, on va parler de prêt immobilier. Donc, il y a trois parties, le remboursement du capital, les intérêts et l'assurance emprunteur. Bienvenue sur Cash Cash Podcast, le podcast qui vulgarise l'investissement et en particulier l'investissement immobilier. Le but est de rendre accessible à vous qui m'écoutez le plus d'informations possibles en lien avec ce thème assez vaste qui est l'investissement, qui est d'ailleurs relié à l'entrepreneuriat. Je vais essayer d'inviter le maximum de personnes en lien avec le monde de l'investissement et de l'entrepreneuriat parce que ça peut être plus ou moins compliqué de trouver des informations fiables suivant la personne qui nous les donne. Ce qu'on peut constater, c'est que pour l'instant, les invités que j'ai reçus sont partis d'une feuille blanche pour construire leur patrimoine, pas d'héritage ou de don d'appartement, de ce que je sais. J'espère que ça te motivera, ça vous motivera à passer à l'action et à comprendre que contrairement à ce que l'on pense, les gens qui achètent de l'immobilier ne sont pas forcément issus de familles riches. Alors, juste avant de démarrer, une dernière chose, pour soutenir le podcast, je vous invite, ou je t'invite, toi qui m'écoutes, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify si ce podcast te plaît. Parce que malheureusement, souvent, les personnes qui pensent à mettre des notes sont les personnes qui n'apprécient pas le contenu. Donc, si toi, tu apprécies le contenu, je t'invite aussi à mettre une note, une étoile, 5 étoiles plutôt, ça m'aiderait bien. Donc, ça m'aiderait à être plus visible et donc à progresser. Je te remercie d'avance. Alors, cette semaine, c'est un épisode en solo, parce que pour tout dire, on devait, euh, j'allais dire construire un épisode, l'immobilier est toujours là. On devait enregistrer un épisode cette semaine, lundi. Non, la semaine dernière, pardon, vendredi de la semaine dernière. Donc, nous sommes la semaine du 27 mars. Donc, la semaine précédente, nous devions enregistrer un épisode le vendredi. Ça n'a pas été possible parce qu'il y a eu un bug technique de mon côté. Au niveau de la connexion, ça allait pas du tout. Donc, ça coupait. Il y avait pas mal de latence. Donc, on a dû repousser. Lundi, donc le 27 mars, ça n'a pas été réglé. Donc, j'ai décidé de faire cet épisode-là que je devais faire j'avais envie de le faire déjà il y a quelques temps, mais je l'avais pas fait parce que à chaque fois, il y avait des invités. Donc, je préférais mettre en avant les invités plutôt que de faire un épisode en solo. Mais donc, cette semaine, ça tombe bien. Donc, je vais faire cet épisode en solo que j'avais prévu de faire. Et le thème, c'est préparer sa retraite grâce à l'immobilier. Donc, je vous laisse et juste après le jingle, on se retrouve pour cet épisode. Préparer sa retraite grâce à l'immobilier. En ce moment, le sujet des retraites est un sujet qui occupe une grande place dans l'univers des Français, dû à la réforme des retraites et dû également à tout ce qui découle de cette réforme, notamment les manifestations et les grèves. Donc, on ne va pas parler de la réforme des retraites pour deux raisons principales. Un, je ne fais pas de politique. Deux, je pense que les médias vous ont déjà bien expliqué ce que comprend cette loi. Le but de cet épisode est de donner quelques infos qui vous permettront de préparer votre retraite grâce à l'immobilier. Et vous verrez que c'est pas forcément compliqué de préparer sa retraite grâce à l'immobilier. La retraite, c'est l'aboutissement de la vie d'un travailleur. En France, la retraite est une institution. Selon retraite.com, les étapes les plus importantes dans l'histoire des retraites en France démarrent il y a relativement longtemps. L'assurance vieillesse est actuellement un système bien établi, malgré les contraintes financières rencontrées par la sécurité sociale. En effet, tous les actifs, donc toutes les personnes qui travaillent, cotisent pour toucher une pension de retraite à la fin de leur carrière. Et même si les taux ne se valent pas d'un régime à un autre, il s'agit d'une allocation attribuée par la caisse 4 mois après le dépôt de la demande de liquidation de l'assuré, donc avant sa retraite. Il faut rappeler qu'avant 1930,
aucun employé du secteur privé ne bénéficiait encore d'une pension de retraite. De nombreuses démarches ont été entreprises, notamment par les organisations syndicales, pour que le système actuel soit aussi bien structuré qu'il l'est. Découvrez également les principales étapes de l'évolution et de la mise en place des différents régimes de retraite sur retraite.com. Voilà, vous avez beaucoup d'informations. Moi, je vais essayer de vous donner quelques informations pour savoir d'où on part, d'où viennent les retraites, et après, on verra quelques solutions pour préparer sa retraite. Donc, les premiers régimes de retraite pour les catégories professionnelles particulières démarrent en 1673. Donc, l'ancêtre de tous les régimes de retraite français est sans doute la Caisse des Invalides de la Marine royale. Marine royale, pardon. Donc, le ministre des Finances de Louis XIV, donc ça remonte, il s'appelait Jean-Baptiste Colbert, a créé une pension de retraite pour les marins dès 1673. Ensuite, d'autres régimes de retraite ont été mis en place dans le même esprit, donc pour les classes professionnelles particulières qui sont liées à l'État. Donc, ce sont les ancêtres finalement des régimes spéciaux. Ce sont des lois spécifiques qui ont été promulguées sur les pensions militaires, les pensions civiles des agents de l'État, sur la retraite des mineurs, la retraite des cheminots et sur la retraite des ouvriers de l'État. Donc, concernant la retraite des fonctionnaires, là, on a parlé des régimes spéciaux. En fait, voilà, on peut les appeler des régimes spéciaux qui sont encore présents à notre époque. Bon, ça a été modifié, il y a quelques modifications, mais ces régimes spéciaux sont encore en retrait ou à l'écart des régimes généraux. Voilà. Donc, donc, ce sont encore des régimes spéciaux. Alors, la retraite des fonctionnaires. La première caisse de retraite des fonctionnaires de l'État a été mise en place en 1790, juste après la Révolution. L'âge légal de départ a été officiellement fixé par la loi du 9 juin 1853. Vous voyez, ça remonte, hein. Donc, les fonctionnaires pouvaient partir à la retraite à l'âge de 60 ans après 30 ans de service. Les agents chargés des travaux pénibles pouvaient partir dès 55 ans s'ils justifiaient de 25 années de service. Donc, là, on peut voir maintenant le régime de retraite des salariés. Donc, le premier régime de retraite obligatoire dédié aux salariés qui percevaient plus de 15 000 francs par an a été mis en place en 1930. Vous voyez que ce n'est pas si vieux que ça. Avant, c'était plutôt c'était des régimes de retraite pour les salariés de l'État. Donc, les salariés du privé ont eu droit à une retraite mise en place en 1930. Les assurés devaient justifier d'une durée de cotisation de 30 ans pour toucher une pension à taux plein. Donc, on a encore la notion à notre époque de ce taux plein. Donc, s'il y a un taux plein, il y a un taux qui n'est forcément pas plein. Donc, à un moment donné, certains pourront avoir la retraite pleine et d'autres auront une retraite partielle. Avec la publication de l'ordonnance du 19 octobre 1945, les cotisations versées par les actifs devaient désormais servir à payer immédiatement les pensions de retraite tout en créant des droits pour leur future retraite. Donc, c'est ce qui donne le régime par répartition, qui est encore le régime actuel. Et ce régime par répartition est né à cette époque-là, et l'âge de départ légal à la retraite a donc été reporté à ce moment-là à 65 ans. Par contre, en 1982, François Mitterrand, qui était président de l'époque, a ramené l'âge de départ à la retraite à 60 ans pour les assurés qui justifiaient d'une durée de cotisation de 37,5 ans dans un ou plusieurs régimes de base. Donc, on peut voir que déjà, ça a évolué au niveau de l'âge de départ à la retraite et ça a évolué au niveau du temps de la durée de cotisation nécessaire pour avoir droit à cette retraite. Au départ, on était parti sur 30 ans ou 25 ans, et là, on est sur 37,5 ans en 1982. Donc, la mise en place des autres régimes de retraite est variable, mais le but n'est pas de tout énumérer, parce que, comme je vous ai dit, il y a un site qui parle très, très bien de ça, donc je ne vais pas synthétiser le site en entier. Donc, le but est de comprendre finalement de quoi on parle. Le montant des retraites est variable suivant les régimes, puisqu'on peut rappeler qu'il y a une retraite de base et des retraites complémentaires, pour faire simple et synthétiser au maximum finalement. Et alors pour faire simple, il y a les fonctionnaires et les autres. Les fonctionnaires perçoivent 75% des 6 derniers mois bruts hors prime de leur carrière. Pour les autres, c'est la moyenne des 25 meilleures années
Donc, on appuie bien sur le fait que ce soit les 25 meilleures années, pas forcément les 25 dernières années. Donc, si on a 25, par exemple, nos 25 premières années sont les 25 années dans lesquelles on gagne le plus, et ben, la retraite sera calculée sur ces 25 années-là, pas sur les 25 dernières années. C'est pour ça qu'on insiste bien sur les 25 meilleures années. Donc, la moyenne sera entre 37,5 et 50% de la moyenne du salaire brut. Donc, les autres, finalement, vont toucher entre 37,5 et 50% en moyenne du salaire moyen brut des 25 meilleures années. Donc, ça, ça nous donne une indication sur la perte finalement de pouvoir d'achat euh, qui peut être subie par les personnes qui ont fini de travailler, ont fait leurs années et vont à la retraite. Autrement dit, un fonctionnaire qui a une moyenne de 2 500 euros brut par mois, environ 2 125 euros net. Donc, on rappelle, hein, les fonctionnaires, c'est calculé sur les 6 derniers mois, donc le salaire brut hors prime. C'est un revenu qui est là, enfin, le revenu que je vous ai donné, là, 500 euros brut, c'est un revenu qui est atteignable en fin de carrière pour quelqu'un qui démarre avec l'échelon le plus bas du barème des fonctionnaires. Donc, c'est pas un exemple en fait qui est hors contexte, on peut dire. C'est un exemple qui peut toucher euh, une grande partie des personnes qui vont à la retraite finalement, des personnes qui sont parties peut-être d'un d'un niveau de diplôme du niveau bac ou avant le bac. Voilà, donc en fait, ça peut être un niveau qui peut être atteint, donc 2125 euros en en fin de carrière, par exemple, pour un fonctionnaire. Donc, cette personne-là, elle pourra prétendre à une retraite brute de 1875 euros et une retraite nette à 1704 euros net. Je parle du brut parce que c'est comme ça qu'est calculée la retraite. Elle est calculée à partir du brut. Donc, je suis obligé de parler du brut et après de convertir ce brut en net pour qu'on comprenne bien. Parce que si vous allez sur le site de l'État qui va calculer les retraites, pardon, vous allez voir que c'est par rapport au brut. Donc, c'est pour ça que je prends l'exemple par rapport au brut. Donc, pour un salarié du privé, par contre, pour le même salaire brut, 2500 euros, son salaire net sera moins élevé, 1950 euros. Donc, je rappelle que c'est sur une moyenne des 25 meilleures années, donc ce n'est pas les 6 dernières années. Donc, sur cette moyenne-là, il pourra prétendre à 1250 euros brut de retraite par mois, soit 1136 euros 25 net par mois. Donc, si on fait un petit récapitulatif, un fonctionnaire qui gagne 2500 euros brut, lui, il aura droit à une retraite de 1875 euros brut. Un salarié du privé qui a le même salaire brut, donc 2500 euros brut en moyenne, hein, c'est pour calculer la retraite, aura, lui, droit à une retraite brute de 1250 euros. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes retraites, pas du tout sur les mêmes régimes. Donc, dans un cas, pour garder son train de vie, le fonctionnaire devra faire un effort de 421 euros, voilà, pour, pour garder son train de vie au même niveau, ou bien il devra réévaluer son train de vie à la baisse, mais à une baisse de 421 euros net. Et concernant le deuxième cas du salarié du privé, son train de vie sera fortement impacté parce qu'il va partir de 2500 euros brut, donc c'est la répartition sur les 25 meilleures années. Donc, il va partir de ce brut-là, ou 1950 euros net, pour tomber, entre guillemets, à 1136 euros net. Donc, il aura une forte décote au niveau de son pouvoir d'achat. Donc, sa perte de pouvoir d'achat, si on part de 1950 euros net, sera de environ 800 euros par mois. Et ça, c'est par rapport aux 25 meilleures années. Donc, c'est par rapport à la moyenne qui a été faite pour calculer sa retraite. En sachant que généralement, quelqu'un qui a 60 ans ou 65 ans gagne plus qu'au début de sa carrière.
Donc, j'ai fait un petit calcul. Je me suis dit, quelqu'un qui gagne 1950 euros net en moyenne sur 25 ans, on peut imaginer qu'à la fin de sa carrière, il sera à 2300 euros environ, ou 2400 ou peut-être 2500 euros. Voilà. Et en tout cas, moi j'ai pris 2300 euros net pour faire mon petit calcul. Donc si on part de ça, une personne qui a fini de travailler, parce que finalement, la baisse de pouvoir d'achat sera impactante ou sera subie par rapport au dernier salaire qu'on aura. Donc, pas par rapport à la moyenne. Donc, le dernier salaire est important. Donc, cette personne-là, qui est salariée du privé, qui va finir avec un salaire de, par exemple, 2300 euros net et qui va se retrouver avec une retraite à 1136 euros net, aura une perte de pouvoir d'achat de 1163,75 euros. Donc, pour garder son train de vie qu'il avait avec le dernier salaire qu'il a eu, bah, la marge sera beaucoup plus haute. Idem s'il veut réduire son train de vie. S'il a fini avec 2300 euros, pour réduire son train de vie à 1163 euros, à 1136 euros, pardon, 25, ça va être une décote énorme. Ça va être très difficile si ça n'a pas été anticipé. Donc, je résume. D'un côté, la perte de pouvoir d'achat, donc pour un fonctionnaire, sera de 421 euros, pour l'exemple que j'ai pris. Et de l'autre côté, la perte de pouvoir d'achat, pardon, sera de 1163,75 euros. C'est énorme. Donc, c'est pour ça que c'est important, bah, surtout quand on est du secteur privé, mais aussi quand on est fonctionnaire, c'est très important de préparer sa retraite. Parce que certes, il y a une retraite, certes, cette retraite sera versée, mais la décote est importante. Donc, soit on est préparé à cette décote et on va se dire, bon, ben, je vais perdre 1000 euros de pouvoir d'achat par rapport à mon dernier salaire quand je suis dans le privé. Et voilà, on fait avec et on se dit, on va vivre de telle façon à pouvoir vivre avec cette somme-là. Ben, soit on se prépare et on se dit, ben, moi, mon salaire actuel, en moyenne, sur 25 ans, sera de temps. Donc, il faut que je puisse pallier à ce manque quand j'arriverai à la retraite. Ben, c'est là qu'on arrive au sujet qui nous intéresse. Donc, comment préparer sa retraite grâce à l'immobilier? Ben, comment faire pour pallier à ce manque? Comment aller chercher finalement 1000 euros par mois en plus? Il y a plusieurs solutions. Mais celle qui nous intéresse le plus, c'est l'immobilier. Est-ce qu'on est obligé de passer forcément par le locatif pour préparer sa retraite? Ben, pas forcément. Pourquoi? Parce que l'immobilier n'est pas fait que d'investissement locatif. Quand on achète un bien immobilier, on investit dans l'immobilier, certes. Mais quand on investit dans l'immobilier, le premier investissement qu'un Français fait dans l'immobilier, généralement, est sa résidence principale. Donc, on n'est pas obligé, pour préparer sa retraite, d'avoir du locatif. Mais on va parler quand même de ce point-là. Mais on n'est pas obligé. Déjà, on va parler de la résidence principale. Il faut savoir que quand on achète un bien pour y vivre, le fait de rembourser le crédit immobilier constitue une épargne. Bien sûr, ce n'est pas la totalité du remboursement qui constitue cette épargne. L'épargne est la partie du remboursement qui rembourse le prix du bien. Un prêt immobilier se découpe en trois parties. Parce que si on parle de remboursement, forcément, on va parler de prêt immobilier. Donc, il y a trois parties, le remboursement du capital, les intérêts et l'assurance emprunteur. Quand vous regardez le tableau ou un tableau d'amortissement, ce qui constitue une épargne est le remboursement du capital. Donc, il faut soustraire les intérêts et l'assurance emprunteur. Autrement dit, une personne qui rembourse un crédit de 1000 euros par mois et qui a des intérêts à hauteur de 250 euros et une assurance emprunteur à hauteur de 50 euros, épargnera chaque mois 700 euros. Ces 700 euros-là, au fur et à mesure, viendront rembourser le crédit qui sera finalement remboursé totalement au bout du nombre d'années prévu dès le départ, sauf s'il y a un remboursement anticipé. Donc, si vous avez un crédit de 1000 euros sur 25 ans et qu'on dit que voilà, vous allez peut-être rembourser 700 euros par mois sur 25 ans finalement,
euh, de remboursement net hors assurance, hors intérêt, finalement, au bout de 25 ans, vous aurez remboursé totalement le bien immobilier. Donc, si le remboursement d'un bien immobilier constitue une épargne, ça veut dire que c'est une épargne que l'on pourrait éventuellement utiliser en cas de difficulté ou en cas de préparation de sa retraite. Mais ça doit rentrer dans le cadre de notre stratégie. Et pour avoir une stratégie et pour que la stratégie fonctionne, il faut y réfléchir à l'avance. On ne peut pas réfléchir à une stratégie d'épargne pour pallier au manque de revenus au moment de la retraite, si on s'y prend 2 ans avant la retraite. Il faut s'y prendre le plus tôt possible. Mais généralement, quand on a 20 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, on ne pense pas forcément à la retraite. On pense à d'autres choses, mais on ne pense pas forcément qu'on va vieillir et qu'au bout d'un moment, on aura besoin d'une retraite et que même on aura peut-être même besoin de s'arrêter avant parce que on aura peut-être fait un métier difficile et le fait de s'arrêter avant aussi coûte de l'argent. Parce que si on s'arrête avant, on a vu que si on n'a pas toutes les années nécessaires de cotisation, la retraite ne sera pas à taux plein. Mais si on se sent dans l'obligation d'arrêter et si on a une épargne en plus qui nous permet d'arrêter, on va le faire plus facilement. Alors, à mon sens, il y a deux façons de préparer efficacement sa retraite avec une résidence principale. Le remboursement total du crédit ou la revente, ou les deux. C'est possible de faire les deux. On peut se dire qu'on pourra acheter une résidence principale, la prendre sur une durée relativement longue, peut-être 25 ans, suivant notre budget, puis arriver à la retraite en ayant terminé de payer le crédit immobilier, ce qui nous dégagera une somme conséquente tous les mois à hauteur du crédit que l'on payait auparavant. Pour reprendre l'exemple d'un salarié du privé qui avait un crédit immobilier à hauteur de 1 000 euros par mois et qui arrive à la retraite avec une baisse conséquente, comme on l'avait vu tout à l'heure, de plus de 1 100 euros par mois, le fait d'avoir remboursé totalement son crédit qui était à hauteur de 1 000 euros par mois fera que sa baisse de pouvoir d'achat ne sera plus de 1 100 euros par mois, mais de 100 euros par mois. Parce qu'à ce moment-là, s'il a bien calculé, s'il a bien calculé, il a bien fait sa stratégie en amont, à ce moment-là, il n'aura plus ces 1 000 euros à payer par mois, puisqu'il aura prévu de terminer de payer son crédit avant d'être à la retraite. Donc, quelqu'un qui s'était dit, ben, moi, je vais terminer avec 2 300 euros. J'ai vu que ma retraite va être à 1 100, un peu plus de 1 100 euros. Donc, je vais avoir une décote de plus de 1 000 euros par mois, de plus de 1 100 euros même par mois. Ben, s'il a fait ce calcul-là et qu'avec ces 1 000 euros qu'il remboursait tous les mois, voilà, il payait son logement, et ben, au moment d'arriver à la retraite, ces 1 000 euros ne seront plus à rembourser puisqu'il aura terminé de payer son crédit. Donc, la décote qu'il va avoir de 1 100 euros sera beaucoup moins impactante sur son budget, puisque d'un côté, il aura 1 100 euros de moins de rémunération par mois, mais de l'autre côté, il aura 1 000 euros en moins sur ses charges mensuelles. Voilà pour le remboursement total du crédit. En parlant de revente, tout à l'heure je parlais de la revente. On peut revendre un bien immobilier pour en racheter un plus petit, ça peut être une stratégie. On peut se dire, j'achète un bien immobilier maintenant, voilà, parce que j'ai des enfants, etc. Quand je serai à la retraite, mes enfants sont peut-être partis ou auront peut-être leur propre logement. Donc, je vais pouvoir revendre ce logement, acheter plus petit et me dégager du capital pour pouvoir avoir plus de pouvoir d'achat au moment de ma retraite. Il y a aussi ceux qui préfèrent revendre le bien qu'ils ont acheté, repartir en location, ce qui leur permettra de récupérer la totalité de la somme du bien que la personne aura vendu pour pouvoir l'ajouter à sa retraite. Donc, ça fera un supplément de retraite également conséquent. Donc, pour illustrer un peu cette idée, on pourrait prendre l'exemple d'une personne qui a un crédit de 1 000 euros par mois pour sa résidence principale.
Actuellement, avec cette somme, donc avec 1 000 euros par mois, sur 25 ans, on peut emprunter aux alentours de 200 000 euros. Donc, pour le premier exemple, une personne qui veut euh, revendre son bien, donc qui veut revendre son bien, pardon, oui, va pouvoir, dans le premier exemple, récupérer ces 200 000 euros, racheter un bien, par exemple, à 150 000 euros, et bien sûr racheter son bien cash à 250 000 euros, et garder 50 000 euros pour des imprévus, par exemple. Donc, il a une retraite qui baisse à 1150, à 1150 euros au lieu de 2300 euros. Je prends l'exemple toujours du salarié du privé, mais ça peut être transposable à tous les salariés. Donc, il vend cette maison ou cet appartement qu'il a eu à 200 000 euros. Ah, par contre, je ne prends pas du tout en compte la potentielle plus-value. Parce que généralement, un bien qui a été acheté il y a 25 ans n'est pas revendu à 200 000 euros s'il a été acheté à 200 000 euros il y a 25 ans. Généralement, il y a une augmentation de l'immobilier chaque année, généralement. Et donc, il y aura une plus-value. Mais je ne prends pas du tout en compte la plus-value. On prend en compte les 200 000 euros de départ, on part du principe que le bien sera vendu au prix d'achat. Donc, à 200 000 euros, il aura cette somme, donc c'est 50 000 euros qu'il pourra garder s'il a acheté un bien à 150 000 euros. Donc, ça fera quand même une bonne épargne de côté pour faire face à cette décote. Et d'autres personnes préféreront vendre le bien, repartir en location, continuer à payer un loyer, peut-être s'éloigner un peu pour payer un loyer moins élevé, et prendre ces 200 000 euros-là pour les mettre sur un compte, peut-être pour les faire travailler, peut-être sur les mettre sur une assurance vie en partie, peut-être en partie sur le livret A, peut-être en partie sur l'assurance vie, peut-être en partie en bourse, peut-être qu'ils vont tout garder sur leur compte, mais en tout cas, cette somme sera sur leur compte pour faire face aux imprévus, pour faire face à ce qu'ils ne pourront pas forcément payer. Voilà, c'est une façon de préparer sa retraite. Donc cette partie-là, c'est la partie pour les personnes qui ne veulent pas se prendre la tête, entre guillemets, avec un investissement immobilier plus complexe que l'achat de sa résidence principale. Parce que finalement, cet investissement, l'achat de sa résidence principale n'est pas ce qu'il y a de plus complexe. C'est un investissement qui est régulièrement fait par bon nombre de Français chaque année. C'est relativement simple à mettre en œuvre. On achète, on attend, on revend. Ou on achète, on attend, le crédit se termine, on n'a plus de crédit à payer. Donc, ça nous fait un gain de pouvoir d'achat d'un côté, une perte de pouvoir d'achat, pardon, de l'autre. Voilà, donc on est relativement gagnant. Donc, la perte de pouvoir d'achat attendue n'a pas le même impact dans ce cas-là. Mais par contre, la difficulté qui réside dans cet investissement, dans l'investissement dans une résidence principale et qu'on va devoir potentiellement revendre, c'est qu'il faut être dans l'optique de la revente. Il faut se préparer à revendre. Il faut être d'accord avec le fait qu'un jour, il va falloir revendre ce bien et ne pas s'attacher outre mesure pour pouvoir réussir à le vendre au moment venu. Parce que c'est une stratégie à mettre en œuvre. Parce que si cette stratégie-là, pardon, n'est pas mise en œuvre auparavant et qu'on ne fait pas ce cheminement mental-là de se dire que à un moment donné, ce bien-là dans lequel je suis, dans lequel mes enfants ont grandi potentiellement, ben finalement, c'est juste un produit d'épargne. Et qu'à un moment donné, je vais devoir le vendre pour pouvoir faire face à une baisse de revenus pendant ma retraite. Donc, ça veut dire que ce bien-là ne pourra pas faire partie d'un héritage en totalité. Donc, c'est une réflexion à avoir. Est-ce que je préfère rembourser pendant 25 ans et rester dans un bien? Voilà, j'ai remboursé, donc j'ai plus de charges de crédit à payer on pourrait transcrire à un loyer, donc j'ai plus de charges pour l'appartement en question à payer, hormis les charges de copropriété si on est en appartement, hormis la taxe foncière également, mais j'ai plus ces 1 000 euros de crédit-là
Donc, soit je fais ça et je reste dans le bien en question, ce qui est déjà très, très, très bien. Soit je revends pour pouvoir avoir une trésorerie plus forte. Mais dans ce cas-là, l'héritage qu'on voudrait donner à nos enfants, si on a des enfants, sera beaucoup moins important. Maintenant, on va passer à la partie un peu plus prise de tête, entre guillemets, c'est l'investissement immobilier. L'investissement immobilier dans le locatif, notamment. Donc, il faut une bonne dose d'envie et de volonté pour acheter un bien immobilier à mettre en location. C'est pas extrêmement difficile d'acheter un bien immobilier pour le mettre en location, mais ça demande du temps et un minimum de prise d'information avant de démarrer. Alors, pour acheter un bien immobilier à mettre en location, il y a une grande partie d'état d'esprit, une grande partie de mindset. Parce que l'investissement immobilier peut avoir mauvaise presse. On peut se dire que dans le locatif, les gens ne payent pas. Les gens dégradent les logements. Mais ce n'est pas la majorité des cas. En général, dans l'investissement immobilier, ça se passe bien. À partir du moment où on traite son locataire correctement, généralement, en retour, le locataire nous traite correctement. Donc, j'ai parlé de la résidence principale, là, je vais parler du locatif, mais pas dans le détail. Je vais vous donner les différentes façons de faire du locatif, si on peut dire ça comme ça. Et après, ce sera à vous peut-être de faire un choix dans ce qui est plus chronophage, moins chronophage, où il y a moins de cash flow, plus de cash flow, plutôt patrimonial, ou plutôt à cash flow finalement. Ou on peut faire peut-être les deux, mais ça peut être un peu plus compliqué. Il y a également le fait d'acheter et de revendre, donc l'achat-revente. Donc c'est le métier du marchand de biens. Mais voilà, il y a plusieurs façons de faire de l'immobilier pour pouvoir préparer sa retraite. On peut se dire que on veut aller chercher 1 000 € par mois de cash flow net parce qu'on aura une perte de revenus de 1 000 €. Ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible de le faire avec un ou deux appartements, voire trois appartements. Parce que dans l'immobilier, l'important est de savoir ce qu'on veut faire et de savoir la tranquillité qu'on va avoir. Par exemple, il y a l'investissement immobilier locatif classique, donc la location nue. Il y a la location meublée classique. J'appelle la location meublée classique parce que la location courte durée est de la location meublée. Voilà. Donc il y a la location nue, la location meublée classique, la location courte durée, l'achat-revente. Ça, je vous l'ai mis dans l'ordre de ce qui est du moins chronophage au plus chronophage. La location nue, c'est la location que tout le monde connaît. C'est-à-dire que toute personne qui a été en location à un moment donné, enfin, ou une grande partie en tout cas des personnes qui ont été en location à un moment donné, ont été en location dans un bien qui était non meublé. C'est ce qu'on appelle un bien nu. Donc, il y a l'opposé, entre guillemets, de la location meublée, c'est un bien qu'on loue à une personne avec les meubles qui sont déjà dans l'appartement. Ce sont des biens qu'on va louer généralement, généralement, avant, on les louait plutôt à des étudiants. Et maintenant, même les actifs se tournent vers la location meublée. Il y a la colocation que j'ai oublié d'énumérer. C'est de la location meublée, mais on loue plusieurs chambres séparément dans un même appartement ou dans une même maison. Après, il y a la location courte durée qui est aussi de la location meublée, mais c'est de la location, comme son nom l'indique, à courte ou moyenne durée, donc qu'on loue à travers Airbnb, par exemple, que beaucoup de monde connaît, ou Booking, ou Abritel. Ça, c'est un peu plus chronophage parce que si on ne fait pas appel à une conciergerie, on va devoir gérer les ménages, on va devoir gérer les voyageurs, on va devoir gérer les éventuels problèmes qui vont arriver. Il y aura forcément un problème. On va devoir gérer de l'humain. Donc, c'est un peu plus chronophage. Même quand on fait appel à une conciergerie, il y a des choses à gérer qu'on ne gérera pas si on fait de la location classique ou si on fait de la location
classique en meublé ou la location nue. Également, après, on a l'achat-revente qui est, voilà, c'est au niveau de la rémunération, c'est plus élevé, mais au niveau du risque, on est aussi dans un risque plus élevé. Voilà, on n'est pas toujours d'accord avec ça, mais en tout cas, moi, au niveau du risque financier et au niveau de ce qui est chronophage ou pas, c'est la location nue, la location meublée classique, la colocation. Après, il y a la location courte durée et l'achat-revente. Voilà, ce sont des modes d'exploitation qu'on peut appeler du locatif, entre guillemets, qui peuvent permettre de préparer sa retraite. Par exemple, pour acheter un appartement, c'est relativement simple à comprendre. C'est plus difficile à mettre en œuvre, surtout en ce moment avec la hausse des taux, avec le durcissement enfin, pour avoir un crédit, ça devient plus difficile. Donc, ça devient plus compliqué de faire du locatif, mais c'est toujours possible parce que les banques ne sont pas fermées au locatif, mais par contre, il y a beaucoup plus de normes qui n'étaient pas présentes il y a quelques années, qui vont rendre difficile l'accès à ce fameux investissement locatif. Donc, pour préparer sa retraite, très important de d'établir une stratégie. Donc, soit je reste sur de la résidence principale, je fais du classique, c'est-à-dire que j'achète un bien, j'achète une maison, j'achète un appartement. Ce bien-là va rester en ma possession pendant 25 ans. À la fin des 25 ans ou à la fin des 20 ans, je me décide soit à garder ce bien où je n'aurai plus de crédit, pour lequel je n'aurai plus de crédit, ou à revendre, racheter plus petit, toujours en cash, ou à revendre, partir en location. Voilà, ça c'est le plus simple à mettre en œuvre, puisque finalement, le plus dur sera d'acheter sa résidence principale, de bien acheter. Par contre, j'avais fait un épisode là-dessus voilà, pour essayer de bien acheter en tout cas sa résidence principale. Et à partir du moment où c'est acheté, on paye tous les mois comme si on payait un loyer. Donc le but est de ne pas aussi se surcharger par un crédit immobilier qui sera au-dessus de nos moyens. Voilà, rester dans entre guillemets la norme. Si on veut, dans l'idéal, ce serait de rester au niveau d'un loyer du secteur, ce qui peut être plus ou moins compliqué, surtout en région parisienne. En région parisienne, c'est très compliqué d'acheter de l'immobilier parce que c'est très cher suivant les endroits. Mais voilà, on peut essayer en tout cas de rester sur une base, entre guillemets, saine de crédit immobilier, pas se surcharger, pas se surendetter. Et voilà. Et donc, là, on part sur du classique. Et si on veut aller sur quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, compliqué, un peu plus, voilà, moins conventionnel, on pourra faire de l'investissement locatif, plus ou moins chronophage. Si on veut avoir des revenus complémentaires tout de suite, on va partir sur un mode d'exploitation qui est plus rémunérateur. Donc, on va partir dans l'autre sens par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à la liste que je vous ai donnée. Je suis parti du moins chronophage, je vais vers le plus chronophage. Et si on veut être rémunéré tout de suite, avoir une rémunération qui rentre tout de suite pour se prémunir de la retraite qu'on va avoir pour pouvoir épargner en plus de l'investissement immobilier, eh ben, ce sera plutôt l'achat-revente, la location courte durée, la location meublée, et la location nue. Il faut savoir que aussi, il y aura de la fiscalité à prendre en compte. Il y aura potentiellement des montages à faire. Est-ce qu'on achète en société, en SCI? Est-ce qu'on achète en nom propre? Est-ce qu'on fait de la location meublée en LMNP ou en LMP? Voilà, c'est des notions qu'on pourra aborder notamment avec un expert comptable ou un fiscaliste dans un prochain épisode. Je vais m'atteler à en chercher un qui voudra bien passer sur ce podcast. Mais voilà, en tout cas, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que la préparation de sa retraite est possible grâce à l'immobilier. Mais par contre, il faut se préparer bien en amont. Je répète, mais il faut se préparer en amont. Il ne faut pas se réveiller, entre guillemets, 10 ans avant. Même si 10 ans avant, c'est toujours possible de faire quelque chose. 10 ans avant, c'est toujours possible de faire une opération d'achat-revente. C'est toujours possible de faire la location courte durée.
Mais c'est toujours mieux de se, d'élaborer sa stratégie avant pour pouvoir avoir une retraite finalement plus tranquille. Parce que c'est toujours possible de faire du cash flow avec, par exemple, la location courte durée. C'est possible, même quelques années avant, même en étant à la retraite, puisqu'il y a aussi de la sous-location professionnelle. D'ailleurs, si vous voulez euh, en savoir plus, entre guillemets, sur la sous-location professionnelle, je vous invite à aller voir TJF sur Instagram ou Enjolivu, parce qu'ils font des initiations à la sous-location professionnelle. Vous pouvez aussi aller voir leur chaîne YouTube. C'est AG House sur YouTube, AG House. Donc, en fait, grâce à la sous-location professionnelle, on peut mettre un pied dans l'immobilier sans acheter de biens immobiliers, mais en dégageant quand même un cash flow, donc un revenu complémentaire, ce qui nous intéresse aujourd'hui, dégager un revenu complémentaire pour la retraite. Donc, c'est ce qu'on c'est ce qu'on peut faire, entre guillemets, si on est, entre guillemets, pris par le temps, si on a oublié de préparer sa retraite, on peut se tourner vers la sous-location si on n'a pas euh, des milliers d'euros à mettre dans un apport ou à mettre dans des frais de notaire, ou si on n'a tout simplement pas envie de rentrer dans l'immobilier, voilà, de front, on peut essayer de faire de la sous-location professionnelle pour voir si, notamment, la location courte durée nous plaît. Voilà. En tout cas, il y a plusieurs stratégies à mettre en œuvre pour préparer sa retraite. Si vous avez des questions à me poser, si vous voulez savoir ce qui pourrait vous correspondre un peu plus selon votre profil, je vous invite à me contacter sur Instagram. Je répondrai à vos questions avec plaisir. Donc, euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur la préparation de sa retraite grâce à l'immobilier. Bien sûr, je vous ai dit, je n'ai pas développé tout ce qui est location parce que ça pourra faire l'objet, enfin, un mode d'exploitation dans l'immobilier peut faire l'objet d'un podcast, d'un épisode du podcast, voire de plusieurs épisodes, parce que, ce sont des sujets très vastes et chacun a sa stratégie, chacun a son profil, chacun a sa vision des choses. Donc, c'est compliqué de dire quoi faire et notamment, et en plus, personne n'a à vous dire qu'est-ce que vous avez à faire. C'est à vous de réfléchir par vous-même et de vous dire, est-ce que moi je suis prêt à investir dans l'immobilier pour du locatif ou est-ce que je suis prêt à investir seulement dans ma résidence principale, ce qui est déjà très bien et ce qui est déjà une très bonne chose. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour me contacter, c'est Cash Cash Podcast sur Instagram, donc le nom du podcast sur Instagram. Cash Cash, CASH 2 fois tiré du 8, donc tiré du bas, podcast. Donc je répondrai à vos questions avec plaisir. Vous pouvez me faire des retours également, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce que je pourrais améliorer sur cet épisode et sur les épisodes précédents également. Si vous avez des invités que vous aimeriez entendre, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde également sur le podcast, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages parce que je répondrai avec plaisir et j'aime beaucoup avoir des retours sur le podcast. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a aidé ou que ça vous a éclairé et que ça pourra vous aider pour préparer votre retraite. Et je vous laisse en musique, comme d'habitude, et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.
kama banda lyale